Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire d'Idées for Mobility. Alors, il est 14 heures tout juste, donc on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Voilà, donc on va attendre 1 ou 2 minutes et on commencera à 14h02, ce qui me semble une heure idéale pour démarrer ce webinaire. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit. Vous pouvez voir en attendant que le webinaire démarre les informations sur les prochains événements organisés par le pôle et les appels à projets qui sont ouverts actuellement. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, il est 14 heures passées de quelques minutes. Je vais introduire doucement ce webinaire le temps que tous les participants arrivent. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui est organisé par Idée for Mobility. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes donc un pôle de compétitivité dans l'ouest de la France et nous traitons des mobilités terrestres, d'où le thème d'aujourd'hui organisé sur le thème des mobilités connectées en particulier. Alors aujourd'hui, les mobilités connectées, c'est clairement un sujet qui est incontournable. Alors non seulement parce que ça implique des transformations sur la manière dont nous-mêmes nous déplaçons. On a tous, ou presque tous, pu tester des assistances à la conduite, notamment sur les voitures particulières. Mais on sait aussi qu'elles bouleversent actuellement, qu'elles vont continuer à bouleverser les infrastructures routières, notamment qui soutiennent notre mobilité quotidienne, mais aussi toutes les infrastructures de façon plus large, ferroviaires, de transport public, etc. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité. Et donc on a souhaité vous proposer ce webinaire aujourd'hui. Alors, d'autant plus que les mobilités connectées, on est un peu alors pas au balbutiement, mais on est au début de l'histoire. On pourrait presque le comparer à l'histoire du téléphone portable. Au début, on était alors tous. Enfin, aujourd'hui, c'est un objet de tous les jours et on n'imagine pas vivre sans, avec un certain nombre de services importants qui nous sont rendus, alors qu'au début, on était loin de cet état de fait. Donc, on peut se dire qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer autour des mobilités connectées. Donc, c'est intéressant de faire un point aujourd'hui. Donc, sur ce webinaire, on va avoir la chance d'entendre trois experts tout à fait différents et complémentaires. Avant de vous les présenter, de vous représenter le programme de l'heure que nous allons passer ensemble, je voudrais les remercier encore une fois chaleureusement de se prêter au jeu du webinaire. Alors, on va commencer par Laurent Février de VDCOM qui va nous présenter le projet 5G Open Road qui est en train de se terminer. Ensuite, nous aurons Guillaume Groslo de l'Aqua City et du syndicat des équipements de la route qui pourra nous présenter l'impact du véhicule connecté justement sur les équipements. Et pour terminer, une intervention de Clémentine Barbier de Keolis sur la mobilité autonome et connectée, pardon, pour le transport collectif. Donc, quelques petites règles pendant le webinaire. Nous vous proposons de poser des questions tout au long du webinaire via le module questions et réponses. Donc, pour ceux qui ne seraient pas habitués à utiliser Zoom, il y a deux modules. Il y a un module de chat et un module de questions et réponses. Donc, on vous demande plutôt d'utiliser questions-réponses pour poser vos questions et je les relayerai aux intervenants après chaque intervention. En fin de webinaire, on vous passera un petit questionnaire. L'objectif de ce questionnaire, c'est nous d'avoir un retour sur l'organisation de ce webinaire et puis aussi de vous proposer des mises en contact si pertinentes. Voilà, donc je vous propose sans plus attendre qu'on puisse démarrer ce webinaire. Et donc, je vais passer la parole à Laurent pour VDCOM. Rebonjour Laurent. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à ce webinaire d'Idées for Mobility. Donc, je vais partager mon écran et donc moi, je vais vous présenter le projet 5G Open Road, qui est un projet qui est en train de se terminer, qui a duré pendant 3 ans et qui a réuni un ensemble d'acteurs de la mobilité et télécoms. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, ça arrive. On ne le voit pas en mode plein écran pour le moment. Je viens de le passer en mode plein écran. C'est parfait.
Parfait. Donc Super. voilà, donc, je m'appelle Laurent Février, donc moi je travaille à VDCom depuis 10 ans, je vais expliquer ce qu'est VDCom, et je m'occupe des projets d'infrastructure, à la fois sur la partie connectivité et sur la partie infrastructure bord de route avec les capteurs et le V2X. Donc VDCom, c'est un institut de recherche et développement qui est dédié aux mobilités durables et innovantes. En fait, c'est on appelle un ITE, un institut pour la transition énergétique, qui comporte en fait trois domaines d'activité. Le premier domaine d'activité, donc c'est toute l'électrification et le système de recharge des véhicules électriques. Le second domaine d'activité dans lequel je travaille, c'est tout ce qui est mobilité automatisée et connectée, donc le véhicule automatisé et le véhicule connecté. Et le troisième domaine, c'est tout ce qui est sciences humaines et socio-économiques sur une nouvelle mobilité, donc effectivement l'acceptabilité et les modèles socio-économiques de déploiement de ces nouvelles mobilités dans les territoires. Vélicom, aujourd'hui, c'est 90 employés, majoritairement des ingénieurs et des chercheurs. Il y a 12 thèses en ce moment à Vélicom. On a un budget annuel de 15 millions d'euros. Et donc, on a 25 membres, parmi lesquels on verra tout à l'heure enfin, on verra les gens d'automobile, donc les constructeurs Renault, Stellantis, les équipementiers comme Valeo, Continental, mais également des membres plus éloignés de notre écosystème comme Safran ou Nokia, mais qui aujourd'hui en fait convergent aussi bien Safran sur les aspects énergie que Nokia sur les aspects de télécommunications. On est installé à Satori, donc tout près de Versailles, hein, donc le nouveau quartier de Versailles qui est en train d'être reconstruit avec une nouvelle piste et des immeubles d'habitation. Et on a 6000 mètres carrés de bureaux et d'ateliers. Et on est impliqué dans 23 projets, dont 12 projets européens. On a une forte connotation de projets européens, avec des projets sur les corridors cross-frontaliers ou les projets de type CCAM. Donc maintenant, le projet 5G Open Road, c'est un projet, c'est le premier site de 5G sur route ouverte en Europe pour la filière automobile et la mobilité. Et donc ce projet qui a vu le jour en 2021, il avait pour objectif d'explorer les bénéfices et les enjeux technico-économiques de la 5G à partir de quatre cas d'usage principaux. Et en particulier, regarder la répartition entre l'intelligence embarquée et débarquée, réaliser des activités de recherche et d'innovation sur des services de mobilité et de sécurité routière urbaine basés sur la 5G, et de faire des tests en grandeur nature de ces services, de ces pilotes de services, sur deux sites complémentaires. L'un sur Paris-Saclay, donc là où il y a l'école polytechnique, l'école Télécom Paris, et également l'université Paris-Saclay, et l'autre sur Versailles-Grand Parc, et plus précisément à Vélizy. Peut-être que Guillaume en dira deux mots. Moi, j'ai plutôt travaillé sur Paris-Saclay. Et donc, les travaux étaient vraiment focalisés sur des enjeux dans les zones urbaines et périurbaines, hein, donc pas les autoroutes, hein, vraiment urbains et périurbains, pour des véhicules de type grand public, donc pas que des véhicules automatisés, mais des véhicules de grand public en 2024, donc des niveaux L2 plus ou L3, hein, des navettes, et également des droïdes de logistique et un peu de micromobilité. Et un sujet sur lequel on a voulu porter l'attention, et c'était aussi une demande de nos financeurs, c'était de la partie acceptabilité et les enjeux de sobriété énergétique et numérique, ainsi que les risques autour de la sécurité des données. Plus précisément, ce projet il a été structuré en trois projets avec trois porteurs différents. Donc, il y a tout d'abord un projet qu'on appelle le 5G au territoire, qui est en fait un projet sur le territoire connecté, hein, qui est porté et financé par la région, au titre du plan anti-bouchon de la région Île-de-France, hein, avec l'aide au financement à prêter les infrastructures fixes du territoire, les unités de bord de route, les antennes 5G, les capteurs, caméras, et également l'edge computing. Et on a mis en place une plateforme de collecte de données territoire, hein, et on a fondé mené la fondation pour les services au territoire, en particulier avec tout ce qui était au bord de la route. Il y avait un deuxième pilier qui était la plateforme 5G, donc qui lui était monté dans le titre des plans de relance des infrastructures critiques, hein, le CSF infrastructure 5G. Et donc le financement vient de la BPI. Et le troisième volet, le plus gros volet, c'était les services de mobilité connectés et automatisés, qui est au titre du plan de relance automobile, donc le CORAM, hein, avec là qui a financé les cas d'usage, la certification des solutions et tous les business models liés à l'utilisation de la 5G pour la mobilité.
Comme je disais au début, il y a effectivement une complémentarité des acteurs dans ce projet-là. Donc aujourd'hui, on avait 17 acteurs qui ont participé à ce projet. Et on retrouve à la fois des acteurs du numérique, comme Capgemini, comme Nokia, comme Bouygues Télécom. Bien sûr, majoritairement les acteurs de l'automobile et de la mobilité, donc avec les constructeurs Stellantis, Renault, avec Valeo, avec Mila Group, qui est la fournisseur de navettes autonomes, Twinswheel, qui fournit des droïdes, hein, également la PFA, la plateforme automobile, et puis le pôle compétitivité de Moveo, Nextmove, maintenant il s'appelle Nextmove, sur le pôle de compétitivité par an. Et puis bien sûr VDCom. Et il y avait également le territoire connecté et tout ce qui était enjeu de mobilité, donc avec des partenaires comme Lacroix, Cerema, mais également les collectivités comme Paris-Saclay, Versailles Grand Parc, l'Université de Paris-Saclay et puis Systematics. Enfin, il y avait un opérateur de véhicules autonomes, de navettes autonomes et de droïdes, c'était Gogo Network. Hein, et en termes de déploiement de services, on était aussi aidé par Lutax Ceram et par Systemix. Donc, les cas d'usage qu'on a effectivement essayé de mettre en évidence dans ce projet, c'était quatre grands cas d'usage. Hein. Un qu'on appelle intersection intelligente et recherche de places de parking automatisées, où là, la 5G elle a vraiment vocation à aider les échanges V2X, donc véhicule, véhicule, infrastructure, et à traiter, effectivement, à voir ses bénéfices en termes de fiabilité, de latence et de débit pour aider à la connectivité véhiculaire. Le deuxième cas d'usage était la logistique urbaine autonome. Donc là, on fait effectivement rouler des robots dans des zones ou dans les zones centre-ville ou sur des quartiers apaisés dans lesquels on ne peut pas faire rentrer des véhicules diesel. Et donc là, le but, c'est vraiment de décharger les villes des kilomètres des véhicules polluants. Troisième cas d'usage, une navette de transport autonome. Donc là, c'était des navettes qui permettait de transporter donc, à la demande des passagers sur un circuit, enfin, sur une zone, et à la fin, quoi, sans opérateur à bord. Donc, on a enlevé l'opérateur safety grâce à la téléopération déportée qui permet de piloter à distance une flotte de navettes. Et le troisième dernier cas d'usage, c'est tout ce qui était lié à la mobilité douce. En particulier, on a développé, Nokia a développé un service de geofencing dynamique donc, qui permet effectivement de communiquer vers des usagers des consignes de vitesse ou de direction par rapport au trafic à un instant T. Donc, on retrouve effectivement, d'une part, un territoire connecté avec la 5G et les unités de bord de route. Ces cas d'usage, donc la recherche de parking automatisé qui est un quick win avant l'intersection intelligente, hein, et tout ça se basant sur effectivement des équipements qui sont installés dans les villes et dans les quartiers apaisés. Hein, donc, il y a des voies, des parkings dédiés, l'éclairage modulable, la gestion dynamique des vitesses, donc V2X, et la plateforme de données de territoire, effectivement, une boucle comme ça entre un territoire connecté avec des équipements du territoire pour permettre des cas d'usage grâce à la 5G. Donc, comme je disais, ça a été déployé sur deux zones complémentaires. Donc, d'une part, un territoire en 5G privé dans la bande 2,6 GHz fourni par Nokia. Hein, donc, sur Paris-Saclay, où on avait des routes étroites, sinueuses, beaucoup de vulnérables, beaucoup d'étudiants qui se baladent sur le campus, des couloirs de bus, une zone de campus partagée. Et de l'autre côté, sur la zone commerciale de Vélizy, on avait un territoire en 5G public dans la bande 3,5 gigas et également un corridor en 26 gigahertz, où là, on a effectivement des rues larges, un tram, des tunnels, des carrefours complexes. Hein, donc, deux zones un petit peu différentes avec des 5G différentes, des bandes de fréquences différentes, privées et publiques. Et plus précisément, moi, je travaille sur la partie Saclay, Paris-Saclay. Donc là, on a déployé effectivement un réseau 5G en Release 16, donc un 5G SA privé, donc dans la bande N41, dans le quartier Polytechnique. Et donc, on a déployé 13 small cells qui vont en fait entre le Télécom Paris, donc c'est le site 55, sur lequel on a installé notre corps de réseau, ainsi que tous les équipements de traitement des données de computer vision et puis des small cells qui étaient installés soit dans les zones urbaines comme le Carrefour Thalès, le Carrefour 43 avec des caméras et des couloirs de bus compliqués, et puis des zones qui étaient plutôt des zones à l'intérieur du campus de l'X précisément, là plutôt en périurbain, on voit bien que c'est mis sur le bord de route, sur la pelouse.
Donc 13 small cells qui ont été déployés, installés en juillet 2023 avec Nokia et avec TDF qui nous a aidé à faire les installations. Et donc je disais un cœur de réseau installé à Télécom Paris et qui est toujours là à Télécom Paris. Et d'ailleurs, on fera l'événement final, le fin de projet, le 27 novembre à Télécom Paris. Donc, si certains sont intéressés pour venir, je peux encore envoyer des invitations jusqu'au 15 novembre. Il faut se dépêcher. Le planning, effectivement, ce projet, il a démarré en 2021. Donc, il y a eu la signature du Premier ministre en juillet 2021, le kick-off du projet en octobre 2021, avant presque 2 ans de préparation. Et donc, il y a eu un certain nombre de jalons. Hein. Donc, on a d'abord fait la première année un certain nombre de quick wins pour démontrer les solutions auprès de nos partenaires. Ensuite, il y a eu effectivement le déploiement des 4 cas d'usage avec d'abord des tests en labo, puis des tests à l'UTAC pour valider le fonctionnement, des tests de type software in the loop, hardware in the loop, driver in the loop et véhicule in the loop, pour arriver jusqu'à la fin 2023 à faire, enfin début 2024, à faire des tests en grandeur réelle sur les sites de Vélizy et de Saclay. Et donc les tests sont en phase de terminaison. Et là, on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir disséminer les résultats et réutiliser l'infrastructure sur Paris-Saclay ou sur Vélizy pour d'autres projets d'innovation. Pour synthétiser un petit peu une vue d'ensemble du projet, donc effectivement, on voit bien d'un côté, donc, en termes de coordination, donc on a la PFA avec VDCom, NextMove, et puis tout ce qui est lien avec les startups en termes de coordination. Nokia qui a drivé le projet 5G, la, 5G Core, la plateforme 5G, hein, et systématique qui s'est occupé de toute la partie communication et relations avec les académiques, et la Croix qui effectivement a intervenu très fortement sur le territoire connecté. Et puis donc, sur chacun des cas d'usage, il y avait un certain nombre de participants sur le hub multimodal. C'était VDCom, Nokia, Bouygues Télécom, Capgemini. L'intersection intelligente, c'était essentiellement les constructeurs, donc avec Valeo, Lacroix, Stellantis, Renault et VDCom également. Logistique autonome avec TwinSwheel, Valeo, qui a ça aussi son Delivery for You, son droïde de livraison. Et puis Mila, qui a sa navette, peut être aussi une navette de livraison. La navette Mila, elle peut à la fois transporter des passagers, mais également être configurée en navette de transfert de données comme un Amazon Docker. Et puis tout ce qui était transport par autonome, c'était donc Mila, avec comme opérateur Gogo et aidé par Capgemini. Et puis, donc, sur chacune des briques, ben, il y avait un ou deux partenaires entre Nokia, Capgemini, Utaxera pour tout ce qui était certification et homologation, et puis le jumeau numérique qui était fait par Capgemini. Et donc, on trouve à droite ben, les 5 véhicules qu'on a testés. Donc, les véhicules Valeo, parce que Valeo, qui est un équipementier, a aussi des véhicules de démonstration. Donc, un véhicule niveau 4 du SAE et un droïde, un petit véhicule de transport logistique qui fait un gros mètre cube à peu près. Donc, c'est un petit droïde de logistique. On avait Stellantis avec c'était une DS7, je crois, qui avait donc un niveau 2 puis un niveau 3. Renault avec un véhicule de niveau 2. Mila donc avec sa navette, donc c'est 2 navettes, une navette de transport de passagers et une navette de transport de biens, qui sont donc des véhicules de niveau 4. Et puis de Queenswheel avec des robots, 3 robots et petits robots qui peuvent aborder 50 kg de charge utile, un robot moyen à 100 kg et un gros robot à 200 kg, qui permettent de transporter ou des courses ou des paniers, des bouteilles, par exemple, entre les barres de collecte technique vers les résidences des élèves. Et puis également transporter des courses, voire des outils pour les gens qui travaillent. Donc, on est à la fin du projet aujourd'hui. Donc, on va terminer avec l'événement final le 27 novembre. Et donc, on a un certain nombre de conclusions qu'on a remis déjà dans dans des livres blancs hein, auprès de la DGITM et auprès des collectivités. Donc, 3 grandes conclusions pour l'instant, à mon avis. Bon, la première, c'est pas vraiment une surprise, mais bon, l'apport de la 5G pour la collectivité véhiculaire, c'est quand même un vrai bénéfice. Hein. On a vraiment un gain en termes de latence, de débit, de fiabilité et l'edge computing, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Cependant, ce n'est pas suffisant
et il faut que ce soit complété par d'autres avancées technologiques pour effectivement être vraiment profitable à l'écosystème automobile, hein, en particulier le mode direct avec le cellulaire V2X pour lequel aujourd'hui on a toujours un problème d'attribution de fréquences en Europe, hein, et qui reste un sujet qui est ouvert. Autant c'est clos aux États-Unis, c'est clos en Chine. En Europe, il y a toujours un grand débat sur l'attribution des fréquences entre la fréquence qu'on garde pour le Wi-Fi véhiculaire, pour le LTE V2X et pour le 5G radio V2X. On a aussi un gros sujet sur la garantie de quality of service dans les réseaux publics pour les communications véhiculaires. Donc là, on a pu comparer un réseau privé avec Nokia sur Paris-Saclay et un réseau public sur Vélizy. Et très clairement, on avait aussi un autre projet avant sur Paris avec un réseau public sur Paris. Et là, effectivement, le réseau public ne permet pas de garantir une qualité de service aujourd'hui tant qu'on n'a pas un size automotive. Et donc, il y a des vrais problèmes de latence ou de fiabilité si on utilise le même réseau public tout à chacun avec ses smartphones. Et puis, on a encore des limites sur la latence, sur la qualité des chaînes de perception débarquées, qui sont ensuite accentuées par des contraintes de sécurité et de RGPD, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de travail sur le computer vision pour avoir une perception débarquée qui soit suffisante pour être fiable et crédible par les véhicules. Également, les constructeurs, ils restent mitigés dans la prise en compte des informations qui prennent l'infrastructure. Hein, ils ont du mal à accepter ce qui vient en dehors de chez eux. Et donc, ils voudraient avoir un niveau de confiance sur les informations qui sont de type ASIL B, C ou D versus la norme ISO 26262 des véhicules. Et ça, c'est difficile à prouver. Il y a des gros retards dans la mise en œuvre de solutions de ce qu'on appelle le misbehavior detection. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il faut que l'information qui soit véhiculée, elle soit intègre, elle soit authentifiée, mais il faut en plus s'assurer de sa plausibilité. Et là, c'est des solutions qui doivent être mises en œuvre par celui qui reçoit l'information. Par exemple, si on reçoit une information disant qu'il y a un piéton qui marche à 100 km/h, c'est une fausse information. Donc, il faut pouvoir effectivement traiter ça. Et donc aujourd'hui, il y a des standards qui sont en train d'émerger avec le 5GA là-dessus. Il y a encore des problèmes de coût. Et bien sûr, la complexité de la fusion embarquée-débarquée, qui restera toujours complexe à faire. Et dernier point important, c'est qu'on n'a pas de politique claire de mise en place d'infrastructures dans les territoires, et je pense que Guillaume en parlera plus tard. Donc aujourd'hui, le développement de la 5G, il est totalement délégué aux opérateurs publics, avec des engagements de couverture, mais uniquement de couverture, pas de performance. Et par contre, il y a un vrai sujet sur la responsabilité des investissements publics pour les autres infrastructures qui financent, est-ce qu'on peut mutualiser? Donc voilà, un certain nombre de questions qui sont ouvertes et qui vont nécessiter encore des grands débats. Voilà pour ma présentation. Je pense que vous avez peut-être des questions. J'espère que j'ai tenu presque le planning, le délai. Parfait, merci beaucoup Laurent pour la présentation qui effectivement respecte les timings, donc c'est parfait. Pour le moment, il n'y a pas de questions, mais je vous encourage, j'encourage les participants, n'hésitez pas à poser des questions via plutôt le module questions-réponses, si vous en avez. En tout cas, merci beaucoup encore pour cette présentation. Là, Laurent, vous expliquez que le projet se termine fin novembre, mais vous êtes toujours intéressé pour être mis en relation avec des gens intéressés par le projet pour réfléchir à une suite, si j'ai bien compris, c'est ça? Voilà, et puis on va faire une petite extension, parce qu'en fait, comme il y a le 5GA, l'événement du 5GA qui se passe au mois de mai à Paris, on va en profiter pour effectivement faire une démonstration au titre du 5GA de ce réseau. Donc, on va garder le réseau vivant jusqu'à fin mai, fin juin. Et donc, après, on verra si on trouve d'autres usages. Ok, très bien. Donc surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même à retardement, à utiliser le module questions et réponses. Et si à la fin du webinaire, il y aura le petit questionnaire, si vous souhaitez être mis en relation avec Laurent, ce sera avec grand plaisir. On servira d'intermédiaire. Merci encore, Laurent. Merci à tous. On va pouvoir parler maintenant d'infrastructure avec Guillaume. Alors, je crois que le partage d'écran arrive. Parfait. Oui. Merci, Guillaume. Bonjour à tous. Vous me dites si c'est bon, ouais, de votre côté? Oui, c'est bon, on voit Eh en ben, plein écran, c'est parfait. super. Eh ben, merci beaucoup. Merci Véronique là, pour enfin, la préparation du webinaire et idée for Mobility, je dirais, pour l'initiative de faire un peu un point effectivement sur les mobilités connectées et en particulier
Ce que l'on vous propose ici, c'est effectivement de faire une session un peu plus dédiée aux impacts côté infrastructure routière, je dirais dans la lignée de ce que Laurent a pu présenter. L'idée, hein, ce que je vous propose, c'est de faire un peu une présentation sur deux volets. Un volet au sein de la Croix, qui est un équipementier, je reviendrai dessus, et finalement, comment ça a impacté, je dirais, l'ensemble des produits d'infrastructure que l'on peut proposer. Il y a un autre côté plus filière, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs d'infrastructures routières, voir un petit peu comment le véhicule connecté impacte globalement, je dirais, les grands standards de demain sur les systèmes d'infrastructure. Donc, on prendra quelques exemples de projets et on fera un petit bilan, en tout cas, de ce qui nous semble important à retenir en termes d'apport technologique. Et puis, on prendra deux exemples. Un exemple lié notamment à la priorité bus qui évolue, en fait, et qui est un des résultats des différents projets qui ont pu avoir lieu sur le véhicule connecté. Et un autre, effectivement, sur notamment le sujet des protocoles des équipements de la route qui sont en train d'être déployés. Voilà. Donc, déjà pour me présenter, donc moi, Guillaume Gros, je dirige une activité qui s'appelle CITS, donc ITS connecté au sein de l'ACROIX. L'ACROIX, on est un équipementier de l'infrastructure. Donc, on va fournir des feux, on va fournir des panneaux d'information voyageurs, des solutions de capteurs et de communication, je dirais, avec l'ensemble des mobilités qu'on va avoir sur la route. Donc, on a une activité qui est principalement en France, en Espagne, avec des émanations soit effectivement à des villes, à des collectivités ou des donneurs d'ordre de la route, ou bien à des intégrateurs de la Smart City en particulier. Donc, typiquement, on est un peu quelque part, je dirais, entre les deux aspects de la mobilité, à la fois sur les véhicules, hein, ça va depuis les voitures, mais aussi les vélos ou les piétons, jusqu'à effectivement des systèmes d'information qu'on va fournir aux différents voyageurs. Et aujourd'hui, au travers des plateformes, notamment numériques, qu'on est capable de proposer à nos clients. Et effectivement, la Croix, et je m'occupe de ce qu'on appelle la régulation de trafic et, au sein des équipements de la route. Le syndicat des équipements de la route, c'est une organisation en fait, qui fédère l'ensemble des entreprises qui fournissent des équipements sur la route en France. Et on est plusieurs, en fait, où on travaille, je dirais, en filière pour pouvoir faire émerger justement les évolutions, je dirais, notamment de protocoles de normalisation ou même de formation vis-à-vis des collectivités par rapport à tous ces enjeux. Je vais essayer d'avoir une présentation, je dirais, qui fait le mix entre les deux aspects de ce métier. Alors, l'idée, c'était de faire vraiment une vision très, très macro, je dirais aujourd'hui, des projets qui ont pu être déployés sur le véhicule connecté. Aujourd'hui, je dirais, moi, je ferai un bilan autour de trois grands types de projets. Des projets liés plutôt à ce qu'on appelle la route connectée, donc l'équipement d'infrastructure, en particulier pour ceux qui ont entendu parler des programmes C-Roads. C'est des programmes en fait de financement des infrastructures connectées sur les axes principaux européens. Donc ça, c'est effectivement des projets qui ont lieu depuis je pense maintenant quasiment 10 ans de structuration du réseau routier. Et c'est vrai que c'est l'occasion, je dirais, pour les collectivités, mais aussi les industriels, de déployer des cas d'usage, notamment très routiers, sur l'intégration, par exemple, des patrouilleurs autoroutiers dans le système de transport, en structurant à la fois du déploiement d'infrastructures connectées comme des unités de bord de route, ou structurer ne serait-ce que même l'information qu'on va avoir des différents véhicules connectés, y compris en cellulaire, pour consolider l'information et fournir des services à l'usager. Donc il y a déjà aujourd'hui des beaux résultats sur ce type de programme. On a à peu près 20 000 km de route équipés aujourd'hui d'unités embarquées.
Et on a à peu près 100 000 kilomètres de routes qui sont couvertes par les technologies cellulaires sur cet aspect-là. Donc on a en tout cas un certain retour, je dirais aujourd'hui, sur la structuration en tout cas de l'infrastructure et des besoins associés dans les différents pays. Parce que l'avantage effectivement qu'on a avec ce type de technologie, c'est qu'on ne parle pas forcément sur un écosystème franco-français, mais bien sur un système euh, à minima européen, sachant qu'effectivement, on en a parlé, il y a les mêmes initiatives qui sont prises notamment aux US et en Chine. Donc, je dirais, on a un gros retour, et là, il y a eu vraiment une démarche assez significative de la France sur cette thématique de structurer globalement le réseau d'information et de connectivité en Europe, hein, piloté par le ministère des Transports. L'autre partie, je dirais, des projets qu'on observe, nous, en tant qu'équipementiers, c'est aussi tous les projets liés aux bus connectés, qui est aussi une composante importante de la mobilité, en particulier des villes. C'est d'autant plus important qu'effectivement, dans les projets de décarbonation qu'on peut trouver, je dirais, l'efficacité, en tout cas, du transport en commun reste un point important. Et on observe globalement une tendance en Europe. Là, on s'est focalisé sur quelques projets où effectivement, il y a des initiatives pardon, de plus en plus fortes pour structurer notamment des cas d'usage comme la priorité au feu, comme des systèmes de feu connectés, je dirais, pour le monde du transport en commun qui émergent effectivement dans plusieurs villes, hein. Aujourd'hui, on est certainement un peu plus de 1000 intersections équipées avec ce type de dispositif aujourd'hui en Europe. Donc, on a finalement des retours sur différents aspects et un des retours aussi, et c'est vrai que c'est un élément qui catalyse beaucoup de technologie et d'apprentissage finalement sur le véhicule connecté, c'est bien sûr tous les programmes de véhicules autonomes. Laurent a évoqué 5G Open Road, hein, qui est effectivement un programme qui était très ambitieux là, côté France, avec notamment comment la 5G allait aider au déploiement de services autonomes, d'ailleurs, plus largement de véhicules autonomes. Mais préalablement, il y a eu d'autres initiatives hein, dans lesquelles aussi, d'ailleurs, Laurent était impliqué au travers des programmes SAM ou ENA, où on a eu quand même pas loin je pense, d'une trentaine de pilotes de service au total là, qui ont été déployés aujourd'hui facilement en Europe, une bonne cinquantaine de véhicules équipés rien qu'au travers du programme. Et on trouve à peu près le même type d'initiative à l'échelle européenne, notamment avec des acteurs, je dirais, un peu différents sur les différents territoires, pardon, comme Ultimo ou Avenue, dans lesquels effectivement beaucoup de constructeurs, notamment de véhicules autonomes, ont pu se positionner et ont permis, je dirais, d'apprendre pas mal de choses au niveau à la fois des technologies et des besoins en infrastructure. Si je greffe un bilan alors, très rapide dans le laps de temps qui m'est imparti, bien sûr, alors, technologiquement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on apprend. On apprend sur les technologies V2X, en particulier sur la mutualisation des technologies liées aux télécoms, je dirais de façon générale, sur la 5G, réseau privé, public, sur le fait d'utiliser des technologies comme le DSRC ou le CV2X, par exemple. On apprend aussi sur finalement la maturité des technologies comme l'IA, notamment sur tout ce qui est perception, en particulier des vulnérables ou l'utilisation du edge computing. Mais j'ai voulu juste tirer pour moi trois grands apports un peu transverse finalement au système, parce que les technologies, elles évolueront toujours. Et je dirais, bah, c'est aussi notre métier et notre responsabilité aussi en tant que fournisseur de pouvoir s'adapter aux différentes technologies. Mais je note trois points, moi, qui me semblent, en tout cas, qui me viennent plus à l'esprit aujourd'hui sur les résultats finalement de ces programmes-là. Le premier qui me semble assez évident, c'est la démonstration que l'ensemble des systèmes qui sont déployés doivent être aujourd'hui interopérables. C'est-à-dire que finalement, on construit du service et donc le premier point, je dirais, pour pouvoir construire du service à l'usager, c'est déjà de pouvoir créer, je dirais, un écosystème technique qui permet d'échanger ces données. Ça paraît idiot, hein, mais c'est loin d'être en fait si souvent le cas, je dirais, en tout cas sur les sujets. Et c'est là où je dirais finalement tous les apports des technologies type V2X, c'est avant tout, je dirais, l'apport de la structuration des messages et finalement qu'on peut faire véhiculer sur différents médias. Effectivement, on l'a vu selon même les territoires sur lesquels, territoire, je veux dire par exemple US, France ou Asie, on va pas forcément utiliser les mêmes médias de communication, mais fondamentalement, on va utiliser la même structuration de données
et on va être capable d'interopérer en fait avec d'autres plateformes, d'autres équipements, etc. Et ça, je pense que c'est quand même pour moi une grande révolution et vraiment on travaille dans un monde de standards et pas forcément qu'un monde de cahiers des charges, je dirais, ou de CCTP. Donc on s'appuie vraiment sur des normes, sur des standards, en particulier avec ce qu'a formulé l'ETSI pour l'Europe. Euh, et dans le même, je dirais, dans le même raisonnement, globalement, on le voit, hein, que ce soit avec les différents partenaires, il y a eu vraiment cette généralisation de ce qu'on appelle les API, hein, donc les systèmes globalement qui permettent d'échanger de la donnée entre les dispositifs qui se sont quand même globalement généralisés. Et ça, je dirais, pour l'ensemble aujourd'hui des équipements et de l'infrastructure, c'est des éléments absolument indispensables à prendre en compte pour le déploiement des systèmes. Donc ça, c'est pour moi un des premiers points peut-être principaux qu'on peut noter de ces grands programmes. Le deuxième point, il est assez évident, il est, je pense, lié à notamment l'émergence de la problématique de cybersécurité de ces dispositifs-là, à partir du partage de l'information qu'on la communique. Effectivement, ça a demandé, je dirais, la mise en place d'un écosystème de cybersécurité, je dirais, qui n'existait pas forcément jusqu'à présent. Donc la généralisation de l'authentification sur les systèmes, on va utiliser ce qu'on appelle aussi des systèmes de PKI qui vont permettre en fait d'échanger les certificats, les révoquer, gérer voilà, une zone de confiance finalement dans les équipements qui sont déployés, avec des mécaniques de cryptage, par exemple de point-à-point aussi qu'on peut voir émerger. Donc ça, c'est typiquement aussi des sujets qu'il faut pouvoir, enfin, qui sont pour moi le résultat de l'ensemble de ces programmes. Et un troisième point qui est un peu lié finalement aux deux premiers points, c'est la centralisation des données. Le fait d'avoir les données et la data disponibles à un endroit en particulier, on le voit, c'est l'ensemble de ce qui se passe autour des points d'accès nationaux, où là, il y a vraiment beaucoup de travail qui a été réalisé pour structurer globalement la mise en place de cette donnée-là et la partager au plus grand nombre à travers ces points d'accès. Ces points d'accès. Euh, donc, je dirais, alors, voilà, pour moi, c'est vraiment ces trois points qui sont vraiment, euh, je dirais, des résultats qu'on prend en compte. Et là, c'est juste pour illustrer, je ne vais pas revenir dans le détail, mais globalement, chez nous, côté Lacroix, ça nous a forcément demandé une forte structuration, par exemple, de toute la partie plateforme, où on va en fait avoir des plateformes mais qui sont de toute façon ouvertes et qui vont pouvoir échanger des données. On va parler de plus en plus de notions de passerelle sur les équipements de bord de route, c'est-à-dire être capable de faire le lien entre un capteur, euh, des informations qui viennent du véhicule et ces plateformes de supervision qui peuvent être des plateformes de supervision tiers pour créer finalement les cas d'usage qui sont derrière. Donc ça, c'est un point qui me semble important. Et juste en exemple un petit peu, je parlais de bénéfices pour la collectivité. C'est vrai que la priorité bus, pour nous, c'est un des points importants, je dirais, comme résultat de ces travaux depuis plusieurs années. Puisque globalement, on est dans un cas d'usage où là, on est vraiment un cas d'usage à impact, hein, puisque à chaque fois qu'on donne en fait le verre au feu avec les bus, bah, c'est le meilleur moyen pour effectivement maximiser l'efficacité du transport, limiter la flotte de bus, limiter, à augmenter la fréquentation. Donc ça c'est vraiment des éléments importants pour lesquels on met en œuvre de la technologie, mais à impact. Et ça reste quand même une composante qui, à mon avis, surtout dans ces périodes de budget assez contraints, reste quelque chose qu'il faut garder en place. Donc, on va retrouver globalement la même structuration, je dirais on répond aux mêmes besoins primaires qui est de donner la priorité aux bus au niveau du feu, sauf que avec l'ouverture de données et un petit peu les techniques qu'on a évoquées jusqu'à présent, ben, on va pouvoir en faire plus pour le même produit. Ça rejoint un peu le point de mutualisation qu'évoquait Laurent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer les piétons dans le dispositif, on va pouvoir intégrer les véhicules d'urgence, on va pouvoir qualifier, récupérer beaucoup plus de données pour comprendre ce qui se passe et agir sur le système de mobilité. Et ça, c'est un atout, je dirais, indirect qui est issu, je dirais, des choix de structuration, je dirais, qu'on fait sur le réseau. Un deuxième exemple que je voulais évoquer, c'était effectivement bah, la transformation des équipements du protocole qui héberge les équipements de la route. Aujourd'hui, il faut savoir, les équipements, que ce soit les feux, les panneaux à message variable, leur système de communication,
sont hérités de travaux il y a à peu près une trentaine d'années. Donc il y avait une dichotomie entre la partie route, la partie ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu aujourd'hui, qu'on est en train de complètement rénover, justement avec l'apport du véhicule connecté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer ce que je viens d'évoquer, le fait qu'on va utiliser un média de communication qui puisse être interprété par tout le monde et pas qu'en France, effectivement, pour comprendre ce que c'est qu'un état de feu, par exemple, pour un compteur de feu, ce que c'est comment on pousse un message sur un panneau à message variable, tout en y intégrant, je dirais, des, euh, des primitives de cybersécurité, comme on est sûr que celui qui pousse, par exemple, un message sur un panneau, il est bien autorisé à le faire, comment on est sûr que quelqu'un qui vient modifier une programmation de feu, il est bien autorisé à le faire. Tout ça, c'est quand même globalement des préoccupations nouvelles je dirais, de nos clients que l'on apporte à travers, je dirais, l'expérience qu'on a sur le véhicule connecté. Euh, donc, c'est une partie assez invisible, mais qui est quand même très, très structurante pour l'ensemble des collectivités, puisque là, on travaille sur l'émergence du protocole. Donc, on est au stade où, en gros, il y a une synchronisation entre l'ensemble des constructeurs euh, sur justement des essais d'interopérabilité sur cette émergence de protocole en vue d'une normalisation là, qui va avoir lieu dans les 2 prochaines années sur le réseau routier. Voilà, donc, vraiment un sujet de transformation importante. C'est aussi des nouvelles façons de collaborer. Il n'y a pas que les véhicules qui sont connectés, même ça permet enfin, quelque chose qui était assez impossible à imaginer il y a encore quelques années, hein, le fait de faire travailler ensemble des concurrents entre eux pour qu'ils puissent faire émerger, je dirais, un même langage de communication, ça paraît peut-être plus évident aujourd'hui que ça ne l'était il y a encore 10 ans. Et ça, mine de rien, c'est aussi, je pense, un des impacts importants. euh, Parce qu'on a vu que, par exemple, les constructeurs automobiles étaient tout à fait habitués à travailler de cette façon-là, en tout cas quand il s'agissait bien sûr, de programmes de filière. Voilà, donc des challenges et des défis pour aller très très vite en conclusion, c'est que bien sûr, on évolue dans un périmètre que vous connaissez tous, les budgets sont contraints, il y a le poids des habitudes, il y a la gouvernance de l'infrastructure qui n'est pas très très simple, effectivement, parce qu'il y a une gouvernance du réseau routier qui est complexe, mais qui est complexe parce que le réseau est dense et parce qu'il y a des responsabilités aussi très, très différentes, et parce que, effectivement, on est quand même très très fortement focalisé sur toutes les solutions à impact sur le quotidien. Et je pense qu'effectivement, un des points pour moi, outre parler de la technologie et des différents apports que j'ai pu décrire, c'est qu'il faut les contextualiser dans des usages à impact pour nous tous, hein, pour les collectivités, que ce soit, j'ai évoqué la priorité de bus, ça peut être la régulation dynamique du trafic qui aussi a des impacts significatifs en termes de fluidification du trafic. Ça reste des éléments importants. Le véhicule autonome est aussi un moyen pour contribuer aussi à cet objectif-là. Et je pense qu'après, il y a aussi beaucoup de sujets autour de la formation, de la culturation finalement de l'ensemble de ces technologies euh, au sein des collectivités. Là, c'est typiquement un des objectifs aussi du syndicat des équipements de la route de pouvoir apporter cette connaissance et vraiment simplifier le partage de données. Ça restera un des points importants et un élément qui permet de catalyser aussi l'échange de données, notamment quand on a des différentes administrations sur des réseaux de transport. De transport. Voilà un petit peu ce que je pouvais évoquer sur les impacts pour l'infrastructure routière. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Guillaume, pour la présentation. C'était très clair. Moi, j'avais une petite question sur Donc là, vous insistiez sur le côté, le besoin d'interopérabilité des données. Aujourd'hui, on a bien compris que le standard n'était pas encore tout à fait défini. Il allait l'être. Pour l'instant, on constate dans les différents cas d'usage que vous pouvez voir, vous constatez une grande variété, notamment de formats de données, de typologie d'échange, ou en gros, ma question, c'est est-ce qu'une fois que le standard sera en place, il y aura une marche à franchir pour un certain nombre de collectivités qui auraient déjà installé des systèmes de connectivité ou il va pouvoir y avoir une convergence Le point, notamment là, sur la transformation du protocole, déjà, c'est qu'on ne peut pas faire table rase pardon, de l'existant. C'est-à-dire qu'on est obligé quand même d'intégrer le fait qu'il y a des millions de feux qui sont déjà sur le terrain et des panneaux. Donc,
Ça veut dire que quand on introduit effectivement une nouvelle technologie, quelle qu'elle soit, euh, qui va du coup se standardiser, il faut qu'on puisse quand même prendre en compte l'existant pour la faire monter en fait graduellement. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait au niveau du syndicat pour pouvoir faire de l'introduction, je dirais, plus simple. Donc certainement qu'on va avoir encore pendant quelques temps des équipements qui géreront les deux standards, le temps de faire cette transition de façon plus smooth. Et un des points aussi qui a été important, ça a été par exemple de structurer le projet avec aussi les fournisseurs de PC de régulation de trafic, donc tout l'ensemble de l'écosystème du logiciel en fait pour les collectivités. Ça aussi, c'est un gage pour faciliter l'introduction. Et effectivement, c'est pas figé, c'est-à-dire que ça évoluera encore. Mais par contre, le but du jeu, c'est qu'en fait, on puisse faire évoluer le standard, je dirais, de façon synchrone avec l'ensemble à la fois des collectivités ou des industriels, et qu'on ne soit pas effectivement sur des évolutions au cas par cas, projet par projet, qui rendent le sujet après très très compliqué, je dirais, pour l'ensemble de nos donneurs d'ordre. Ok. Alors, on a une réaction dans le chat que je vais vous lire. Donc, la fameuse rumeur parle de bouchons aux stations de recharge rapide lors des grandes migrations. Est-ce que c'est des sujets que vous appréhendez par la data pour fluidifier l'étape de recharge, par exemple? Alors, on n'a pas directement travaillé sur ce sujet-là, mais force est de constater qu'effectivement, ça risque de devenir un enjeu majeur. Euh, Là, effectivement, ça va plus être lié au réseau, je pense, enfin, l'infrastructure de recharge, effectivement, qui est un élément clé, je pense, de l'électromobilité là, dans les prochaines années, c'est certain. Ok, donc la question derrière, c'est peut-être aussi, est-ce qu'aujourd'hui, on a une interconnexion ou en tout cas des données qui se parlent entre le réseau d'avitaillement, le réseau de gestion de trafic, et d'après votre réponse, aujourd'hui, pas forcément, par Je exemple. pense qu'on n'en est pas encore là, même si on voit qu'il y a des forts besoins d'échange de données, hein, la disponibilité des places pour recharger. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait utiliser des calculateurs d'itinéraire quand vous avez un véhicule électrique. Et on voit qu'effectivement, on compte sur la disponibilité d'un point à un moment donné. Effectivement, il ne faudrait pas que tout le monde se retrouve au même point au même moment, sans quoi les 5 minutes d'attente promise risquent d'être un peu plus longues. Mais c'est évident que c'est des sujets clés qu'il va falloir adresser rapidement. Et ce sera d'autant plus facile pour moi à relever comme défi qu'on aura effectivement standardisé les données et qu'on aurait permis déjà qu'elles soient disponibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Oui, effectivement. Effectivement. Mais merci beaucoup, Guillaume. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le module de questions-réponses. On a justement une qui arrive. Dans la même logique de partage de données et d'open data, est-ce qu'il existe aujourd'hui des plateformes de V2X au niveau national? Oui. Alors, ça dépend ce qu'on appelle par les plateformes V2X, mais en tout cas, le ministère a mis en place effectivement un point d'accès national, euh, effectivement, qui structure l'ensemble des données du réseau non concédé, je crois bien concédé également, sur l'ensemble, effectivement, là où il y a des équipements, l'ensemble des données qui émanent sur les différents territoires. Et c'est géré par le ministère du Transport. Ok. Et de mémoire, il y a à peu près la même initiative côté transport en commun, avec les points d'accès nationaux euh, pour le transport en commun, avec deux espaces de données en fait séparés entre le véhicule connecté d'un côté et la partie transport en commun. Merci Guillaume. Et je rajouterais qu'il y a le Data Act européen qui oblige en fait à avoir cette open data, donc à mettre à disposition les données à tout le monde. C'est vraiment une régulation européenne qui est derrière. Complètement. Mais le principe des National Contact Points sont, enfin des points de contact, je vais y arriver, des National Data, 1, 2, 3, des points nationaux de Tout à partage de fait, oui. données existent dans tous les pays européens. Mais Mais ça se met en effectivement, place, hein, c'est pas encore. Enfin, c'est pour ça que là, il y a pas mal de programmes européens pour structurer en fait ces échanges. En fait, en gros, vous avez des points d'accès par État. Et effectivement, l'Europe met, au travers de sa réglementation, une obligation effectivement d'interface de ces différents systèmes.
Et effectivement, là, que la personne qui posait la question est Pierre Chéouane de Betty qui confirme que effectivement ça ne permet pas par contre de gérer le temps réel, notamment pour les véhicules autonomes. Il y a deux, trois sujets, effectivement. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Et ben justement, il y avait une transition assez naturelle justement vers le transport en commun. Et du coup, je vais pouvoir laisser la parole à Clémentine Barbier de Keolis. Clémentine, je vous laisse partager votre écran. Oui, merci beaucoup Véronique et merci pour l'invitation. Alors, le temps que je transfère, voilà, c'est bon. On C'est voit ça, très donc bien moi votre écran. super, merci. Moi je représente effectivement la partie plutôt transport en commun de ce webinaire. Et je ne vais pas forcément revenir sur ce que Guillaume a présenté, toute la partie vraiment infrastructure connectée au service des réseaux classiques de bus et cars, mais effectivement qui joue un rôle très important, notamment la priorité au feu. Voilà. Et puis aussi, je ne vais pas forcément beaucoup vous parler sauf s'il y a des questions à ce sujet, mais de tout ce qui est robotaxi, qui est quand même une avancée certaine dans le domaine de la mobilité automatisée routière, mais qui, à mon sens, n'est pas forcément vraiment collective, ou en tout cas du transport public tel qu'on le connaît. Donc voilà. Moi, je représente du coup Keolis, qui est un opérateur de mobilité au sens large, qui est présent dans 13 pays. Et on opère différents modes de transport, notamment des trains, des métros, des tramways, des bus, des cars. Tout ce qui est aussi transport sanitaire, transport de personnes à mobilité réduite et pas mal d'autres choses, parmi lesquelles la mobilité autonome. Donc, on a une petite équipe avec Christophe et Emery qui sont des experts vraiment en mobilité autonome. On est basé autour de Paris, mais on a pu déployer des projets un peu partout dans le monde, dans 8 pays. Et puis, ça nous a permis de tester, de faire circuler différents types de véhicules. Et je vais revenir un petit peu plus là-dessus. Et depuis 2022, on fait des services de mobilité autonome en niveau 4, donc sans opérateur à bord. Et on a pu en faire sur le site d'essai que je vais vous présenter ici, et aussi à Francazal dernièrement, là en juillet, l'année dernière. Donc le site d'essai des mobilités autonomes, c'est basé sur le Centre national de tir sportif qui a notamment accueilli les épreuves de Jeux olympiques de tir sportif, donc tout ce qui est tir à la carabine et autres, qui est une ancienne base militaire, donc un site privé. Sur lequel on a eu l'opportunité, depuis 2019, on collabore avec eux, et puis depuis 2022, je le disais, on fait rouler des véhicules en niveau 4. Euh, donc, on a un partenariat avec le Centre national de tir sportif qui est situé justement à Châteauroux. Et ça nous permet de tester différents types d'infrastructures, de cas d'usage. Et on opère là-bas des services de mobilité autonome en niveau 4, en particulier les jours de compétition entre les parkings et les stands de tir. Et on a vraiment du public très diversifié, notamment des internationaux, des personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite. On a 2 navettes EasyMile voilà. Et puis on a pu tester d'autres véhicules. On a aussi de l'infrastructure connectée, on a des feux tricolores intelligents donc qui détectent qui communiquent avec les navettes. Et puis on a pu mener aussi des études sur l'expérience utilisateur et sur l'acceptabilité des navettes ici. Parce qu'en fait, faire circuler un véhicule autonome, c'est pas juste un véhicule qui roule tout seul 24 heures sur 24.
C'est aussi tout un système de supervision qui permet de s'assurer que le véhicule n'a pas de problème, que les passagers n'ont pas de problème. Et puis, ben, s'il y a un souci, ben, c'est de pouvoir intervenir pour ben, débloquer la situation. Donc en fait, ça englobe plein de sujets que je ne vais pas forcément détailler ici, mais si vous avez des questions, on pourra revenir dessus. Donc tout ce qui est transport à la demande, on a pu l'expérimenter sur ce site. La station intelligente, notamment pour donner des informations aux passagers, tout ce qui est réassurance en cours de trajet aussi. Euh, on a pu tester aussi ben, gérer l'autonomie des véhicules parce que c'est ça aussi que permet la communication entre les véhicules et le centre de régulation. Euh, et puis, en fait, il y a tout le reste des préoccupations qui vont autour, notamment bah, la vidéosurveillance pour savoir ce qui se passe dans le véhicule, ce qui se passe dans les stations, pouvoir communiquer avec les passagers. Euh, voilà. Euh, Donc, pour s'adapter à tous les changements qu'apporte un service en niveau 4 par rapport à un service classique où on a un conducteur qui ait une forme d'autorité à bord et qui a le contrôle vraiment de son véhicule, eh bien, ça nécessite de s'organiser un peu différemment, notamment bah, former les superviseurs, les agents qui interviennent sur le terrain, les mécaniciens. De notre côté, côté opérateur, ben, il faut mettre en place aussi des process adaptés, recruter des personnes qui vont être les futurs opérateurs. Et puis, on a créé des formations spécifiques pour tout ça. Euh, et puis, ça implique aussi de repenser à la façon de créer le service pour qu'il soit bien adapté aux besoins des utilisateurs et aussi la façon de concevoir bah, les temps de travail pour nos personnels. Voilà. Et la filiale qu'on a à Châteauroux est vraiment impliquée. On a notamment un de nos managers de proximité qui est engagé aussi sur le site d'essai et qui est expert voilà, dans tout ce qui est opération supervision. Donc, je vous ai parlé un peu de supervision. Pour nous, ça regroupe trois grands principes de base dans tout ce qui est supervision à distance. Donc, savoir ce qui se passe pour le véhicule en termes de sécurité, gérer toute la sécurité du véhicule, pouvoir l'assister, par exemple, s'il est bloqué par un véhicule qui est mal garé ou quelque chose. Certains types de véhicules sont capables de faire du contournement d'obstacles. Donc, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision pour dire, OK, vas-y, tu peux contourner. On a tout ce qui est la partie que nous on appelle supervision, qui est en fait vraiment de la gestion de flotte. Donc pouvoir affecter des missions, dire au véhicule, ben voilà, tu vas faire 3 tours de telle ligne, ou bien on te fait passer en mode transport à la demande, et à ce moment-là, c'est géré par un système spécifique. Et tout ce qui est l'assistance aux voyageurs, parce qu'en fait, il n'y a personne pour répondre à vos questions, et ça, c'est hyper important. Et puis, on a tout ce qui est aussi une partie d'assistance technique, donc là, qui concerne plus des interventions sur le véhicule. Euh, donc voilà. Le fait de superviser des véhicules de niveau 4, ça nécessite d'être vraiment très vigilant parce que, il faut pouvoir répondre rapidement sur les alertes. Euh, et puis, eh bien, c'est un processus spécifique avec généralement une personne qui s'occupe de la régulation à distance et une personne qui est sur le terrain, voilà, pour pouvoir intervenir rapidement. On a pour ça un système de gestion de flotte. Notre partenaire, c'est Autofleet, qui permet de faire du suivi en temps réel, de savoir où sont les véhicules, de pouvoir intégrer différents types de véhicules pour pouvoir tous les gérer au même endroit.
Et puis, on a aussi tout ce qui est service de transport à la demande qui est intégré dans cet applicatif pour que les gens puissent réserver facilement et simplement leur transport à la demande en véhicule autonome. Et puis, ça nous permet aussi de faire un suivi des indicateurs de performance, donc le suivi du service, des kilomètres qui ont été effectués, du nombre de courses, du nombre de passagers. Euh, voilà. Et comme je vous le disais, on a opéré du transport de niveau 4 sur le Centre national de tir sportif. On a aussi fait une démonstration spécifique à Francazal au niveau du siège social d'Easy Mile pour une démonstration spécifique dans le cadre de les mobilités innov. Donc en fait, on a pu tester de transposer rapidement notre service à un autre endroit. Et voilà, on a beaucoup de réactivité là-dessus. Et c'était important pour nous de pouvoir superviser aussi vraiment à distance. Donc dans le cadre de cet événement, on avait vraiment la supervision qui était basée à Châteauroux et puis les véhicules qui circulaient à Toulouse. Voilà, vraiment du vrai niveau 4 sans être spécifiquement proche. Et voilà, nos perspectives, c'est le projet Mac 2, aussi sur Châteauroux. Vous l'aurez compris, c'est un de nos grands centres en termes de mobilité autonome. Ici, on est sur un projet qui implique plusieurs partenaires pour pouvoir déployer en 2026 un service de navette autonome dans le centre-ville de Châteauroux, donc sur route ouverte, un service public ouvert vraiment aux passagers classiques de la métropole de Châteauroux. Et ce service sera vraiment intégré aussi dans l'application de transport de la ville. Euh, et ce sera réalisé à l'aide de véhicules un peu plus grands que les navettes dont on avait l'habitude qui transportent plutôt 6 personnes. Et là, il y aura plus de place. Euh, et puis, quelque chose qui est particulièrement en lien avec le thème de ce webinaire, c'est que on travaille sur ce projet pour prendre en compte non seulement l'infrastructure connectée, à savoir les feux de signalisation routière, mais aussi la prise en compte des véhicules prioritaires. Euh, on travaille en partenariat notamment avec Mercura qui fournit les rampes qui permettent de faire les gyrophares et la sirène, par exemple, des pompiers ou de la police, voilà, pour qu'ils puissent communiquer avec notre véhicule et que si le véhicule apprend que un véhicule prioritaire se trouve à proximité, qu'ils puissent se mettre sécuritairement dans une zone de refuge. Euh, donc voilà. Et puis, j'ai oublié de mentionner, mais la sécurité, c'est vraiment un de nos principes essentiels. Ce projet-là, euh, la sécurité est au cœur de ce projet-là. Notamment parce qu'on va exploiter sous le nouveau cadre réglementaire de la loi d'orientation des mobilités, du coup qui permet de faire de la circulation, non plus d'expérimentation seulement en niveau 3 d'autonomie, donc avec un opérateur à bord, mais en vrai niveau 4 sur route ouverte. Donc voilà. Et dans les objectifs qu'on a pour ce projet-là, c'est de pouvoir offrir une expérience utilisateur vraiment bonne et une bonne prise en charge de bout en bout. Et puis aussi pouvoir intégrer les nouvelles technologies. Donc je vais vous parler des autres véhicules, de l'infra connecté, mais aussi du logiciel, puisque je vous disais que ce sera intégré dans le système de supervision des lignes classiques aussi de bus. Et puis voilà, s'intégrer aussi en termes de réglementation. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse un des sujets. Et puis,
Voilà. Merci beaucoup Clémentine pour la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions à Clémentine, Laurent ou Guillaume. On a encore quelques minutes ensemble. En attendant, Clémentine, vous disiez que là, vous allez avoir ce projet MAC2 qui est donc un projet d'innovation financé par la BPI. Ça veut dire finalement que la première étape en site privé pour vous, elle est validée. Vous allez passer à l'étape en site public pour ensuite envisager une exploitation commerciale de ce type de navette, j'imagine. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ce que je vous ai présenté sur notre site d'essai, c'était dans le cadre d'un autre projet qui était rattaché à SAM, donc au financement précédent. Et là, MAC2, effectivement, fait partie du nouveau financement BPI. Donc, c'est des projets quand même un peu différents, mais toute l'expérience et le savoir-faire qu'on a pu accumuler précédemment en site privé, ben, on le met au service justement de ce projet pour voilà, faire du vrai service en site public aussi. Ok. On a une question sur le nombre de superviseurs. Est-ce qu'il y a un superviseur par véhicule dans le modèle que vous avez présenté? Alors, sur site privé, pour le moment, on n'a pas forcément besoin d'avoir un superviseur par véhicule. On peut avoir un superviseur pour une flotte. Et aujourd'hui, le cadre réglementaire sur route ouverte en France oblige, pour le moment, parce que personne n'a encore appliqué le cadre réglementaire l'homme, on est parmi les premiers à faire la demande pour pouvoir le faire là dans le cadre de MAC2. Il y a un certain nombre d'exigences et d'homologations qui sont nécessaires. Donc en France, on est toujours sur voie publique dans le cadre pacte où il faut absolument avoir une personne par véhicule, donc un superviseur par véhicule. Euh, donc oui et non. Je sais pas trop Ça dans dépend quel du cas d'usage, quoi. En Voilà. privé, ok. Et c'est un superviseur à distance ou un superviseur sur site? Parce que tout à Alors, l'heure, vous là, je parliez parle de de... superviseur à distance, Ok. mais il y a effectivement besoin généralement d'une équipe d'intervention parce que alors, toutes les technologies de véhicules ne fonctionnent pas forcément de la même façon, mais on se rend compte quand même que c'est assez fréquent que le véhicule détecte quelque chose, soit que ce soit éventuellement une fausse détection et on peut faire une levée de doute juste en activant les caméras du véhicule et on vérifie et on lui dit vas-y, tu peux circuler. Soit éventuellement, bah, s'il y a un obstacle, s'il y a un véhicule mal garé, ben, ça nécessite que quelqu'un aille sur place, qui remonte dans le véhicule, qui reprenne le contrôle et qui contourne l'obstacle et remette le véhicule sur son trajet. Donc ça fait partie pour le monde de certaines limites de certains types de véhicules, effectivement. Ok, mais qui sont plutôt des limites technologiques plutôt que des limites réglementaires. Oui, oui, oui. Ok, ok, très bien. Merci beaucoup Clémentine. Merci à Je vous en tous. prie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va vous afficher le petit questionnaire. Surtout, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet d'avoir du feedback sur le webinaire. Et ça nous permet aussi de vous recontacter ou de transmettre vos coordonnées aux différents intervenants si vous souhaitez être mis en contact. En attendant, je voudrais remercier encore une fois chaleureusement Laurent, Guillaume et Clémentine de s'être prêtés à l'exercice du webinaire. C'était vraiment chouette de votre part. Merci Euh, à Equiformabilité. Avec plaisir. Et puis, écoutez, dans les prochains événements du pôle, il y a notamment un événement en présentiel sous très peu de temps sur la thématique des matériaux. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, plein d'autres événements qui sont sur notre site d'ici la fin d'année. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous avez mon adresse mail a dû être affichée au début du webinaire, sinon c'est assez facile, hein. C'est véronique.rottier@idformobility.org. Et puis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.